énumérées par le ministre de l'Enseignement supérieur peuvent être prises en charge correctement, mais dans un contexte convivial où on pourra vraiment travailler dans la sérénité, trouver des solutions. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le calme ce matin après les affrontements d'hier. La coordination des étudiants de l'UGB, vous le savez, observe un mot d'ordre de grève depuis 4 jours maintenant. Ousmane Sonko et la stratégie du bouc émissaire, c'est toujours l'autre. Il n'est responsable de rien, qu'il s'agisse des paysans, on l'a entendu lors d'une sortie dans le Saloum, des étudiants ou même de la crise universitaire où il accuse l'opposition. La faute donc est toujours pour les autres. Avis d'experts sur cette attitude du Premier ministre, un dossier ficelé par Mohamed Ali Mouba. Nous sommes le week-end dernier. La crise universitaire bat son plein. Ousmane Sonko est en tournée politique dans le Saloum. Devant ses militants, il se défausse de toute responsabilité. bu dee may nekk opposant laa yaaku ci woon bu yaakaar ni dinaa ñëw ba tey yaaku sax nga taxaw. Sonko est l'art de se défausser sur les autres. Aucune responsabilité. La stratégie du bouc émissaire, tout événement négatif, est attribué à des tiers pour préserver l'image personnelle. Cela se vérifie jusque dans son entourage proche, dans le gouvernement. S'exprimant sur les difficultés du secteur agricole, la crise arachidière, le Premier ministre, chef du gouvernement, met en cause son propre ministre des Finances, Cheikh Diba. Parce que campagne, waruñu toog ba ne campagne bi ubbi na ñu naan banque bi nee na libéré wul nee nañu opérateur dañ ko amel xaalis nee nañu ko Sonacos ko amel lii man sama yoon nekkul ci naka ngeen di defee ba am solution. waaye moom ministre des Finances bu ñu ko fi tegee rôle mooy mu ut solution. Le même jour, il se défausse sur son ministre de l'Agriculture, qui n'est pas épargné également. daaw bi ñu génnee ci mbay mi ma dégg monsieur le ministre def benn déclaration ba joxe benn quantité dama ko ne ko tegal sa quantité boobu ci suuf parce que produire loolu dañ la nax nag bëgg naa bu dee 100 000 tonnes lañu produit dañu wax Sénégal yi ni 100 000 tonnes la waaye bu ñu gonfler mukk ay statistiques. Cette stratégie du bouc émissaire cherche à simplifier le débat politique et à mobiliser l'audience du leader. Une stratégie populiste destinée à créer un récit dans lequel le leader apparaît toujours du côté du juste. Mohamed Ali Mouba, en plus bref, le 4e plan d'action du G7, grève totale ce mercredi après le débrayage d'hier. Un autre débrayage justement est prévu le mercredi 18. Il sera suivi d'un rassemblement donc dans les IA et d'une grève générale le lendemain jeudi, sans oublier la présence passive avec port de brassard rouge. Ce sera le vendredi 20 février prochain. Il est midi, 9 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Veillée de prière hier à Rufisque, l'ASC Lebougui a allumé 18 bougies pour témoigner sa solidarité aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 18 janvier, 4 personnes arrêtées font partie donc de cette association. L'ASC Lebougui compte organiser un rassemblement devant l'ambassade du Maroc au Sénégal si les supporters ne sont pas libérés ce jeudi, demain donc jour de leur procès. Blaise Niang est le président de la commission juridique de l'ASC Lebougui, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Nous avons organisé cette journée d'abord pour prier, parce que nous sommes des croyants, donc il faut que nous prions pour que nos frères déjà se portent bien et qu'ils nous reviennent le plus rapidement possible. Mais également pour rappeler aux autorités étatiques qu'il y a toujours nos frères sénégalais qui sont détenus au Maroc. Donc pour les rappeler qu'ils ont une responsabilité face à cette situation-là. Pour le moment, pour vous dire sincèrement, nous ne sommes pas optimistes, nous sommes très pessimistes vraiment face à toutes les informations que nous avons. Donc vous avez suivi ce matin que l'avocat même l'a écrit avant même, il y a l'ASC Lebougui qui a communiqué là-dessus. Donc il y a un détenu qui a appelé, donc, et bizarrement il parlait français. Alors que ce détenu-là n'a même pas fait les bancs. Donc nous supposons donc clairement qu'il a été forcé donc, à parler français. Et cela entre en droite ligne avec le communiqué du procureur du roi du Maroc, qui est l'équivalent ici du procureur de la République, vraiment qui répondait l'avocat Maître Patrick Kabou en disant que tous les détenus parlaient français et comprenaient le français. Donc ce qui est totalement faux. Donc nous continuons notre plan d'action. Après ce recueillement-là, cette veille nocturne, nous attendons maintenant ce qui va se passer. Comme nous sommes pessimistes, donc certainement nous allons nous réunir. Mais ce qui s'annonce, donc, qui est clair, c'est donc la mobilisation devant l'ambassade du Maroc au Sénégal.
Et puis l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui se prononce sur les chiffres concernant le VIH avec l'affaire des présumés homosexuels. De passage donc sur la matinale de la TFM, Aly Ngouille Ndiaye a cité un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie indiquant que 49% des homosexuels résidant à Dakar seraient porteurs du VIH-Sida. 2 individus justement interpellés par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Ils sont poursuivis pour vol, accès frauduleux à un système informatique, obtention indue d'un avantage financier, acte contre nature. Une affaire qui fait suite à une plainte déposée par le premier nommé pour un vol à l'arraché de son téléphone portable suivi d'un retrait de 2 250 000 francs CFA de son compte Mobile Money. Il accuse le second individu rencontré lors d'un voyage à Louga. Les investigations mentionnent le communiqué de la police ont permis d'interpeller le suspect au Mariste. Face aux enquêteurs, ce dernier a nié le vol, affirmant avoir confisqué le téléphone en garantie d'une créance de 2 millions CFA, une somme qui correspondrait au paiement promis par le plaignant en échange de rapports sexuels, promesse que ce dernier n'aurait pas honorée après 2 rapports consommés. Tous les 2 ont été donc placés en position de garde à vue et l'enquête se poursuit, souligne le communiqué de la police. C'est une information de nos confrères de Sénéweb sur l'affaire des présumés homosexuels. L'avocat de Djibi Dramé qui porte plainte donc contre le commandant de la brigade de recherche de Keur Massar, l'avocat de l'artiste chanteur Djibi Dramé, maître Kandiak François Senghor, qui engage donc une bataille judiciaire contre l'adjudant commandant de la brigade de recherche de Keur Massar. Djibi Dramé a été placé, vous le savez, hier sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui, entre autres. Midi 14 minutes, la suite du journal et nous parlons de la lutte contre les accidents de la circulation avec l'Agence nationale de la sécurité routière et les forces de défense et de sécurité qui ont lancé hier une opération de contrôle sur le corridor Dakar-Bamako, une initiative qui vise notamment à sensibiliser l'ensemble des acteurs de la route sur les bons comportements mais aussi et surtout sur le respect du code de la route. Atoumansi, le directeur général de l'ANASER, s'en explique au micro d'RFM Tambacounda de Pape Ousseynou Diallo. Depuis quelques années, nous enregistrons beaucoup d'accidents sur nos routes. Donc il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de blessés graves et légers. Tous ces accidents, la principale cause, c'est lié aux 5 grands facteurs qui reviennent tout le temps. C'est la perte de contrôle, défaut de maîtrise. Ça représente 29% des accidents. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les excès de vitesse. Et en troisième lieu, vous avez ce qu'on appelle les dépassements dangereux. Ça constitue pratiquement 21% des accidents. Également, ce qu'on appelle la distraction au volant, ça vient en 4e position, 17%. Et d'autres facteurs aggravants, par exemple le non-port de la ceinture de sécurité, le non-port du casque. Et vous savez, Tambacounda, c'est une ville carrefour. Les 2 roues occupent une place importante au niveau du transport urbain. Et malheureusement, nous avons constaté que ici, la plupart des conducteurs des 2 roues et même les gens qui supportent ne portent pas de casque. Et ça, c'est extrêmement grave et dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle j'exhorte encore une fois de plus les conducteurs des 2 roues de porter le casque protecteur. Nous sommes ici sur la RN1 au niveau du corridor Dakar-Bamako. Donc c'est un axe qui est très fréquenté, aussi bien par les véhicules particuliers, les camions et même les 2 roues. Juste pour rappeler aux usagers des 2 roues de faire très attention par rapport aux facteurs de risque d'accidentologie. Souvent on voit 3 voire 4 personnes sur une moto, c'est ce qui est illégal. Les enfants à bas âge, entre 2, 3 ans ou 4 ans, ne doivent pas monter sur une moto. Atoumansi, le directeur général de l'ANASER à Tambacounda toujours, où les agents du parc national de Nyokolokoba ont procédé hier à l'arrestation de 34 individus, dont 8 femmes. Ils sont poursuivis pour orpaillage clandestin à la périphérie du parc. 6 tricycles, 18 motos, 1 vélo, 6 machines détentrices d'or, 4 casques de machines, 20 téléphones portables ont été saisis. Information de Pape Ousseynou Diallo. Électrification rurale, 8 villages de l'arrondissement de Tataguine désormais électrifiés. La mise en service a eu lieu en présence du directeur général de la Sénélec et d'un représentant
de l'ambassadeur des États-Unis, Aminata Goudiaby. 1 milliard de francs CFA investis pour électrifier 7 villages de la commune de Tataguine et un village de la commune de Loul-Sessène. Ce sont des localités prises en compte dans le programme d'électrification mené par la société américaine Wildy Lamont. Pape Toubigay, directeur général de la Sénélec. Spécifiquement, aujourd'hui, nous sommes venus au niveau de Tataguine pour mettre en service 8 villages. L'électricité est un droit et comme nous le savons, le président de la République en a fait une priorité à travers son gouvernement. Aussi au niveau de Tataguine, le programme d'électrification a un coût de 1 milliard. Pour dire aussi que c'est un projet qui nécessite des investissements. La mise en service de l'électricité dans ces villages améliore le niveau d'électrification dans la commune de Tataguine. Des problèmes comme le vol de bétail vont trouver une solution dans les villages concernés. Ibou Ndiaye est le maire de Tataguine. Même le courant, ce n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Par rapport à la mise en service d'aujourd'hui, il reste encore parce que dans le programme Weldy, il y a encore des villages à qui on a commencé l'électrification, mais qui n'ont pas encore mis en service. Le programme d'électrification Weldy Lamont prend en charge plus de 500 localités rurales et périurbaines du pays. Le financement de ce programme est soutenu par Exim Bank. 350 000 Sénégalais vont être touchés, d'après Pape Toubigay, directeur général de la Sénélec. Le projet Weldy Lamont, qui est un projet d'un coût global de 100 millions de dollars pour électrifier 566 villages et qui comporte aussi un volet mini-grid. Parce que le programme Weldy a été initié grâce à une coopération bilatérale entre le gouvernement américain et le gouvernement sénégalais. Des assurances sont données aux habitants des villages non encore électrifiés dans l'arrondissement de Tataguine. L'État compte mettre en œuvre un projet d'accès universel à l'électricité d'ici à 2029. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. La teranga sénégalaise serait-elle sur le point de disparaître? En tout cas, à Tivaouane, des personnalités disent avoir constaté que l'entraide et la solidarité qui constituaient jadis le socle de la nation disparaissent au fil des années. Et c'est pourquoi ces personnalités donc, alertent tout le peuple sénégalais. Cheikh Anta Diop. Face à la recrudescence de la pauvreté, du chômage des jeunes, au regard de la situation qui prévaut dans ce pays, Tivaouane, des gens épris d'une société équitable se sont concertés et mettent en place une association pour venir en aide aux nécessiteux. Abdourahmane Guissé, le secrétaire général de l'association. Notre association s'est engagée à œuvrer pour une société plus solidaire, plus équitable et plus inclusive, où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, peut accéder à des opportunités de développement et vivre dans la dignité. Le programme annuel traduit concrètement cette vision. Il vise en priorité à renforcer la solidarité et le soutien concret aux personnes nécessiteuses, en apportant des réponses adaptées aux besoins des populations les plus vulnérables. La lutte contre la pauvreté demeure ainsi au cœur de notre engagement, car elle conditionne l'accès aux droits fondamentaux et au développement durable. On y trouve des banquiers, des chefs religieux, des professeurs et même des Tivaouanois de la diaspora. Tous s'engagent dans l'entraide, la solidarité à travers un programme bien ficelé. Nous entendons favoriser l'accès au savoir, à la formation professionnelle. Nous accordons une place centrale à l'éducation, à la formation, convaincus qu'elle constitue les divers leviers essentiels d'autonomisation et de la transformation sociale. Ces bonnes volontés veulent redonner autonomie et dignité aux nécessiteux. Les jeunes et les femmes sont ciblés en priorité. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, Marsassoum dans la région de Sédhiou, le calife Thierno Abdourahmane Diallo qui appelle le pouvoir et l'opposition au dialogue pour préserver la paix et la cohésion nationale. Un appel en marge de la ziara annuelle de Maulana Cheikh Aladji Alpha Ismaïla Diallo. Le religieux a aussi évoqué le drame de l'émigration clandestine. Bakary Konté. Lors de cette 42e édition de la ziara annuelle de Maulana Cheikh Aladji Alpha Ismaïla Diallo de Marsassoum, le khalife général Thierno Abdourahmane Diallo, imam ratib de Marsassoum, a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur l'immigration clandestine. Thierno Alpha Diallo, président du comité d'organisation. Le marabout demande aux jeunes de se calmer et qu'ils sachent que voyager seulement n'est pas la solution. Ils peuvent rester chez eux et y réussir. Il ne les interdit pas de voyager, mais dans la légalité. Personne ne viendra développer ce pays. Tout le monde ne peut pas partir. Il faut que d'autres restent ici pour développer notre cher Sénégal. Ceux qui veulent voyager doivent avoir des documents légaux. Mais il invite l'opposition et le pouvoir d'œuvrer pour la paix au Sénégal.
Les gens doivent se mettre autour d'une table et discuter. S'ils discutent, ils vont se retrouver pour l'intérêt général de notre pays. Il y a des personnes dans ces pays qui œuvrent toujours pour la paix. C'est aussi le rôle du Khalife général Thierno Abdourahmane Diallo. Il prie pour le gouvernement pour que la paix règne dans notre cher pays. Le préfet du département de Sédhiou, Modou Gueye, présent à cette cérémonie religieuse, a sollicité des prières pour un Sénégal uni et prospère. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha dans ce studio. Bonjour Anna. Bonjour Barthélémy Ngom, bonjour à tous. Madagascar d'abord, au moins 9 personnes sont mortes lors du passage du cyclone Djesani. Le premier bilan des autorités malgaches rendu public ce mercredi fait aussi état de 19 blessés. Les 9 morts recensés font suite à des effondrements de maisons. C'est le chaos total selon un responsable régional de l'ONG Action contre la faim cité par l'AFP. 90% des toits des maisons se sont envolés tout ou en partie. Le système s'est affaibli, mais il y a risque encore d'inondation. Barthélémy. Les États-Unis qui prévoient d'envoyer 200 soldats au Nigeria. Selon RFI, Washington renforce sa coopération militaire avec Abuja. 200 soldats américains seront déployés pour former l'armée nigériane dans sa lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont alerté sur une menace pour la mission onusienne au Soudan du Sud cette fois-ci. Les États-Unis dénoncent les opérations militaires sud-soudanaises et les entraves aux activités de la mission de l'ONU. Au Canada, une fusillade fait 9 morts. La fusillade a eu lieu hier mardi dans une région de l'ouest du Canada. 7 personnes ont été abattues dans une école secondaire et 2 autres ont été retrouvées mortes dans une résidence à proximité selon la police. Nafissatou Silla. L'auteur des tirs était une femme, selon les médias canadiens. Le premier ministre canadien Mark Carney s'est dit bouleversé par cette terrible fusillade, le poussant même à annuler un déplacement prévu aujourd'hui même en Europe où il devait participer à la conférence de Munich sur la sécurité. Sur sa page X, il s'est exprimé disant qu'il se joignait aux Canadiens pour marquer sa sympathie, mais aussi saluer le courage et l'altruisme des premiers intervenants pour protéger leurs concitoyens. D'après les premières déclarations policières, la première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école secondaire de Tumber-Ridge. Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert en fouillant l'établissement 6 personnes qui avaient été abattues sans compter le suspect. Une 7e personne blessée par balle à l'école est décédée durant son transport à l'hôpital. Par la suite, la police a identifié un second lieu lié à l'incident où 2 autres victimes ont été retrouvée morte dans une résidence. La meurtrière, elle, s'est donné la mort après une blessure qu'elle se serait infligée. Les tueries sont rares au Canada, mais il s'agit de la seconde en Colombie-Britannique en moins d'1 an, car en avril 2025, 11 personnes avaient été tuées à Vancouver par un homme qui avait foncé avec son camion dans une foule qui célébrait un festival culturel. Nafissatou Silla, c'est l'une des pires tueries de masse de l'histoire de la province et du pays, a réagi la ministre de la Sécurité publique de la province de la Colombie-Britannique, Barthélémy. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Crise universitaire, comment éviter un embrasement? Le débat tout à l'heure d'un point de vue avec nos 2 intervenants. Nous serons avec Djibrirou Daoudaba, le chargé de la formation de la section Sud-Est Enseignement Supérieur de l'UCAD, et Amakodou Diouf, président de l'ONG ADIS, ancien membre du comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, mais aussi vice-président du conseil d'administration de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. La voix de Malal déjà sur les ondes avant même son entrée dans le studio. Bonjour. Ça prouve que je suis en bonne forme. C'est ça, oui.
Malal Diagne Junior du basket d'abord, Cheikh Sarr qui revient sur le banc des Lions. Et il veut ramener l'équipe nationale du Sénégal au sommet du basketball africain. Lui qui a déjà entraîné cette équipe nationale du Sénégal, mais également qui a œuvré pendant longtemps à la construction du basketball rwandais et revenu avec des ambitions. Le premier grand défi à relever, c'est les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Soda Cham s'est entretenu ce matin avec Serta. Après avoir dirigé les sélections masculines et féminines du Rwanda, Cheikh Sarr signe son comeback sur le banc des Lions. Je tiens à remercier le président de la fédération, Ahmed Ndiaye, toute l'équipe de la fédération pour la confiance placée en moi. C'est un honneur et une grande responsabilité d'être à la tête de l'équipe féminine du Sénégal. Donc mon premier ressenti, c'est l'enthousiasme et la fierté des représentants de ce pays, qui est le Sénégal, que nous aimons tant, qui a quand même une richesse de talent et un potentiel incroyable. Donc mon objectif est de mettre chaque chose dans les meilleures conditions pour exprimer son talent. Voilà. Cheikh Sarr reprend les rênes au moment où le Sénégal doit jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2026, prévue au Porto Rico du 11 au 17 mars. Le délai est court, certes, mais pas de souci pour le technicien sénégalais. C'est vrai que nous avons préparé les qualifs à venir avec une planification à très très court terme, 3 semaines. Sachant quand même qu'on va jouer des équipes de renommée internationale, États-Unis, Espagne, Nouvelle-Zélande, on aura également Porto Rico, l'Italie, mais il y aura quand même un horizon plus large sur 2 ans avec le projet de reconquête du titre, quoi. Bon, on garde nos chances que dans ces équipes-là, il y a la possibilité de gagner 2 matchs. On espère qu'on aura tout le monde et que les filles seront en bonne santé. Certes, ce sera une compétition très relevée, mais Cheikh Sarr dit être conscient de ce qui l'attend. Je suis très quand même conscient des défis qui nous attendent en termes de consolidation d'un cadre de travail professionnel et sain. Donc mon approche sera axée sur la discipline, la rigueur et la valeur du travail collectif, quoi. Ma porte est ouverte à tout le monde, aux joueuses, au staff, à la fédé. Petit rappel, le technicien sénégalais était sur le banc des Lions juste après l'Afrobasket 2017. Il a eu à conduire la sélection féminine au Mondial en 2018, à l'Afrobasket 2019 et au TQO en 2019. Sodakiam Malal, nous parlons de la Coupe du Sénégal, cette fois-ci football. Les 16e de finale. Tenguedje FC qui reçoit le Stade de Mbour. C'est l'affiche phare de ces 16e de finale pour cette journée qui a démarré depuis hier. Tenguedje FC donc, à Stade de Ngalandou Diouf joue contre le Stade de Mbour. C'est l'affiche phare. À noter également Fatick Diamono qui reçoit l'AS Douane. Et dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, le Casa Sport qui reçoit l'équipe de l'AS Bombay. La suite de ces 16e de finale est prévue demain jeudi. On termine avec le championnat anglais, avec la 26e journée plutôt que l'on démarre à partir d'aujourd'hui. Plusieurs rencontres sont au programme, mais Cheikh Diagne s'est intéressé aux équipes du Big Four qui jouent toutes avec des enjeux concernant les places d'en haut. Cheikh Diagne. En tête du championnat, Arsenal se déplace sur le terrain de Brentford demain jeudi pour clore cette série de matchs. Une mission délicate cependant pour les Gunners face à une formation difficile à manier devant son public. Mais déjà ce mercredi, Manchester City, deuxième, son dauphin, accueille Fulham et n'a pas le droit à l'erreur s'il veut rester dans la course au sommet. 6 points le séparent du leader Arsenal. Les autres grands clubs ne doivent pas non plus flancher. Hier, cependant, Manchester United, après une série de 4 victoires de rang, a été stoppé net hier par West Ham United, un but partout. Les Mancuniens, provisoirement dans le Big Four, mais très loin derrière leurs devanciers Arsenal et Manchester City. Dans la course pour le Big Four, Chelsea a calé aussi hier chez Leeds United 2 buts partout, ce qui relègue les Blues à une 5e place qui pourrait être menacée ce soir par Liverpool si toutefois les Reds l'emportent à Sunderland. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les sports. Merci beaucoup. Merci Malal Diagne Junior. RFM, la presse du jour. La revue de la presse, Mohamed Ali Mouba à la une, la communication du gouvernement hier sur les événements survenus à l'UCAD. Bonjour. Bonjour. Après les graves bavures policières à l'université, les ministres ont envoyé au front ceux des douanes et ceux des sages proprement sur les autres. Les étudiants en premier, étudiants accusés de semer la zizanie, les graines du Gatsa au campus. Maître Bamba Sissé monte au créneau. Intervention très remarquée du ministre de l'Intérieur que le journal L'Info se plaît de recueillir. Nos renseignements indiquaient, dit-il, que les étudiants préparaient des actes de vandalisme pour saccager l'université.
bouleversé. C'est pourquoi, très tôt, vous avez vu les colonnes de blindés de chars pour parer au plus pressé sur les bavures. Il promet des enquêtes. En un temps, 3 mouvements. Bamba Cissé signe sa communication de crise. Et l'info le prend au mot. Le gouvernement invoque un sabotage. Daouda Ngom, le ministre de l'Enseignement supérieur, lui se justifie. Ainsi, l'État ne doit aucun arriéré de bourse à qui que ce soit. On a tout payé. On ne peut pas se restaurer sans bourse déliée. Les GST, c'est fini, c'est inacceptable. Les réformes vont se poursuivre jusqu'à la fin. Certains étudiants subissent des influences politiques extérieures. Fermez le banc. Le soleil vient alors à la rescousse et retenir un discours d'apaisement. Une enquête est ouverte après la mort d'Abdoulaye Ba. Le campus est fermé jusqu'à nouvel ordre. Comme quoi, bat la terre en attendant. Non, pas si facilement, semble remarquer les autres confrères. Tribune en premier qui parle de fuite en avant du gouvernement qui a parlé pour ne rien dire. Des experts en communication de crise interrogés par l'Observateur croient avoir vu des failles dans les discours officiels. Beaucoup de bavardage, rien de concret. Tout incrimine les forces de défense et de sécurité. Les vidéos sont accablantes. Dans Point Actu, Kiad Yanamar monte au créneau et demande des comptes. À Bamba Cissé, il dit « Oui, pourquoi vous avez lancé une police en furie dans les chambres des étudiants ?» Walfatri, lui aussi, trouve l'explication du gouvernement tiré par les cheveux, car le jeune Abdoulaye Ba a été torturé à mort dans sa chambre par des policiers survoltés. Sonko et compagnie, mal barré donc, le collectif des amicales de l'UCAD annonce une série de plaintes. Plainte express contre le Premier ministre pour diffamation. Sonko avait dit que les étudiants étaient des marionnettes entre les mains des opposants. Dans Source, Thierno Alassane Sall qualifie la communication du gouvernement d'acte post-mortem qui ne ramènera pas de toutes les façons le jeune Abdoulaye Ba. C'est une stratégie consistant à formuler des inepties contre les étudiants et concitoyens pour masquer sa propre incurie. Le PDS qualifie pour sa part la perte de l'étudiant Abdoulaye Ba de drame national. Ousmane Sonko accusé d'avoir privilégié l'intimidation et la répression plutôt que l'écoute et la concertation. La société civile monte au créneau. Les jeunes avocats se constituent pour les étudiants arrêtés, indique encore enquête. Plus d'une centaine d'étudiants retenus à la sûreté urbaine. Immersion au campus social après la répression. Les séquelles profondes d'une journée noire et sanglante. Le journal L'Observateur relève les séquelles profondes de cette journée noire, sanglante, des chambres dévorées par des flammes, des ordinateurs vandalisés, des motos saccagées. Colère noire et désillusion des étudiants. Le journal Les Échos parle des spectacles saisissants d'étudiants bagages dans les sachets en plastique quittant l'UCAD, tels des réfugiés. Le collectif décrète l'université morte jusqu'à nouvel ordre. Les jeunes avocats proposent une assistance gratuite aux étudiants interpellés. Le procureur saisi pour enquête. Pendant ce temps, Ousmane Sonko et Diomaye Faye s'amurent dans un silence. Le journal Direct News ne comprend pas pourquoi le chef de l'État continue de s'amurer dans ce silence troublant alors que l'université sénégalaise entre définitivement dans la crise. À la une du journal L'Observateur, mise en accusation, 2 ex-ministres aux portes de la haute cour, Maître Moussa Bokar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr, visés par de nouvelles poursuites. Les dossiers transmis au bureau de l'Assemblée nationale qui a lancé la procédure de mise en accusation. À la une du journal Les Échos, la transmission volontaire du VIH, le dossier part donc en instruction. 13 personnes dans le viseur des enquêteurs, 2 personnalités du monde du showbiz. Parmi elles, leurs arrestations ordonnées, l'affaire enclenchée imminemment, relève toujours le journal Les Échos. Dans le journal Libération, le patron du mal, c'est Pierre Robert. Le journal note qu'entre au moins 2015 et 2025, il a dirigé un groupe de formateurs sexuels, tous porteurs du VIH, et chargé de former au sexe des enfants de la rue ou issus de familles très pauvres et des talibés avant de les livrer à des clients. 14 mandats de dépôt délivrés hier par le doyen des juges après l'ouverture d'une information judiciaire. Et puis dans le journal L'Observateur, insolite exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui. Une adolescente de 16 ans rendue muette après un rituel mystique, trans, hurlement, puis silence total. Le récit à la barre.